Je reviens pour une nouvelle vidéo sur le négoce des matières premières et aujourd'hui, je vais parler un petit peu des arnaques, des fausses offres qui circulent, qui pilulent un peu sur internet. Comment un débutant qui se lance et qui recherche des clients peut faire pour identifier une vraie offre d'une fausse offre? Venant d'un acheteur, je vous dis tout après le générique. Bonjour et bienvenue sur la Diasconet, la chaîne des entrepreneurs africains. Si tu aimes l'investissement en Afrique, si tu souhaites repartir en Afrique pour lancer un business, si tu t'intéresses au commerce international, à l'import-export, au négoce des matières premières, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Tu apprendras beaucoup de choses sur cette chaîne, crois-moi, avec toutes les vidéos éducatives que je publie chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet qui fuse pas mal de personnes qui font le négoce des matières premières. Surtout lorsqu'on met énormément d'énergie et de temps à rechercher des clients et on tombe toujours sur des offres farfelues. Donc moi aujourd'hui je vais vous donner 3 indices pour savoir si une offre est viable ou pas et si ça vaut le coup vous en tant que négociant, de broker, donc d'intermédiaire, de pouvoir travailler sur de tels dossiers. Premier indice, si la personne qui vous contacte vous dit bonjour, je recherche 50 tonnes de café à livrer sous 15 jours, est-ce que vous avez le produit ou pas? Comment vous devez réagir? Première chose, vous devez ticker parce que généralement un deal, ça prend du temps. Un deal, c'est pas en 15 jours qu'on le signe en fait. Non, par expérience, tous ceux qui sont dans le négoce des matières premières vous diront que c'est pas possible. Parce qu'il y a des mécanismes à prendre en compte, les banques, la préparation du produit, la procédure export, tout ça, ça ne se fait pas en 15 jours. Donc si la personne vous parle déjà des délais, commencez à ticker en fait. Si elle vous met dans l'urgence, commencez à prendre vos précautions là parce que c'est du n'importe quoi en fait. Et donc pour coincer cette personne, posez-lui simplement la question, est-ce que vous êtes l'acheteur direct? Généralement, la personne va vous dire que non. Et posez-lui encore la question, est-ce que vous êtes en contact direct avec l'acheteur? La personne va vous dire non, je suis en contact direct avec le mandataire de l'acheteur final. Donc ça, vous coupez court, je ne travaille pas avec des intermédiaires. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre énormément du temps, de l'argent, à aller contacter des potentiels fournisseurs, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas en contact direct avec l'acheteur. Et le deal ne va jamais se conclure tout simplement parce qu'il y a sur le maillon l'intermédiaire de l'intermédiaire de l'intermédiaire de l'intermédiaire qui ne vont jamais se mettre d'accord sur les commissions. Donc passez simplement et concentrez vos efforts sur la recherche de vos propres affaires, de contacter vous-même vos acheteurs. Deuxième manière d'identifier les offres arnaques comme je les appelle, c'est au niveau du prix. Pourquoi je me le dis, c'est vraiment par expérience parce que je reçois tellement d'offres, les offres, je me dis mais c'est pas possible que ça puisse exister. Imaginons on est sur un marché où le prix à l'usine de la tonne c'est 1000 $, ok? Donc vous avez quelqu'un qui vous dit oui, moi j'ai ma société, j'importe déjà telle marchandise, etc. Est-ce que vous pouvez me faire un prix? Donc, le fournisseur nous informe qu'il ne peut vendre que FOB. Donc, si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les Incoterms. Ensuite, le client s'exclame en disant « Oui, c'est trop cher. Moi, je connais quelqu'un qui achète le même produit en CIF, mais à 1000 $. Et moi, de dire à la personne « Mais si tu connais un proche qui achète à 1000 $ en CIF en plus, ça veut dire que le prix de la marchandise est inclus, la mise en FOB, c'est-à-dire le préacheminement et toute la procédure export jusqu'à ce que le produit soit mis dans le conteneur, dans le navire, l'assurance et le fret pris en compte par le vendeur. Et le gars, il dit qu'il veut tout ça à 1000 $, qui est en réalité le prix du produit à l'usine. Donc vous comprenez clairement que là, c'est un deal où il ne faut pas perdre son temps et dire simplement au client d'aller acheter là où il a vu ça. C'est clair qu'il ne trouvera pas parce qu'on est sur un marché certes concurrentiel. La différence de prix va être peut-être de 30 $, 50 $. Mais là, tu me demandes un prix qui est carrément impossible. Donc, c'est pas la peine de continuer. Remerciez simplement le client et passez à autre chose parce que vous allez perdre votre temps. Et time is money. Pour finir, troisième indice, ok? Pour identifier une offre
qui est peu crédible, c'est au niveau des quantités. Dans certains marchés, si vous dites que vous achetez 12 000 tonnes de sucre, de riz, 10 000 tonnes de riz, on peut vous croire. Mais si vous venez me dire que vous voulez acheter, je sais pas moi, 10 000 tonnes d'un produit déjà qui ne peut pas être produit en quantité très très importante, tout de suite, moi je vais comprendre que c'est pas une offre qui est valable. Cas d'étude concret, j'ai un client qui me contacte disant qu'il travaille avec le numéro 1 du café dans un pays. Ok, très bien. Moi, ça ne m'influence pas parce que de toute façon, j'ai des fournisseurs de café qui ont du très bon café. Donc, s'il veut acheter, il n'y a pas de souci. Moi, je peux faire la mise en relation. Premier indice qui fait en sorte que je commence à tiguer, c'est parce qu'il me dit l'entreprise en question veut 50 conteneurs de café. 50 conteneurs de café tout d'un coup comme ça. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Et je me suis dit, bah, c'est pas possible en fait. C'est pas viable. Mais quand même, par souci de professionnalisme, je joue le jeu. Plus tard, dans la conversation avec le représentant de l'entreprise, je lui dis, bah, c'est pas une palette de pain qu'on va négocier. Donc, commençons bien les choses. On va pas traiter les choses sur WhatsApp, etc. ou bien par téléphone. Envoyez-moi les documents officiels, à savoir la LOI officiellement, avec une preuve de fonds. Voilà, ça peut être quelque chose qui prouve que vous avez vraiment les moyens d'acheter 50 conteneurs parce que les fournisseurs aussi sont fatigués de recevoir des offres qui au final ne sont pas viables. Donc en tant que broker, quand vous allez vers eux, il faut avoir un élément solide, un dossier solide pour qu'ils vous prennent en compte. Donc je l'explique ça en disant que si vous ne me fournissez pas quelque chose qui prouve que vous avez la capacité financière d'acheter les 50 conteneurs de café, c'est pas la peine. Si vous ne me faites pas une LOI officielle, voilà, vous voulez 50 conteneurs de café, c'est des millions de dollars. Et donc, la moindre des choses, c'est de fournir les documents. Et c'est comme ça que vous coincez les acheteurs qui ne sont pas sérieux parce que simplement, ils ne sont pas capables de vous fournir les documents. Bon, ça peut arriver dans certains cas que les acheteurs ne veulent plus faire des LOI parce qu'ils en ont tellement fait, ils n'ont jamais eu de produits. Mais un client, en fait, qui veut véritablement acheter, il va jouer le jeu. C'est aussi simple que ça. Donc, ne vous cassez plus la tête en 2024. S'il ne veut pas vous donner les documents là, passez simplement à autre chose. Donc, pour revenir sur l'histoire, il me dit, ok, d'accord, je vais m'entretenir avec le décisionnaire, donc le dirigeant de l'entreprise, pour voir si on peut vous mettre à disposition les documents. Je dis, ok. Le lendemain, il revient et puis il me dit, non, finalement, après réflexion, le décisionnaire a dit qu'il ne veut pas s'inscrire dans une logique bureautique. Donc, il veut juste savoir quels sont les prix et les quantités que vous pouvez fournir. Et ensuite, il enverra ses hommes de main pour pouvoir vérifier la disponibilité du produit. Et ensuite, faire un paiement partiel en cash, un autre paiement de 50% en lettres de crédit. Non, mais tout de suite, je l'ai coupé. J'ai senti que là, c'était vraiment de la fabulation, vraiment quelque chose qui ne sort de nulle part. Quand vous avez l'habitude de gérer des affaires dans le négoce des matières premières, vous allez vous rendre compte que ça, c'est du pipeau qu'il raconte. Et donc, j'ai coupé court. Je lui ai dit, si vous ne pouvez pas déjà, dès le départ, vous inscrire dans une logique bureaucratique, comme il le dit, alors que même dans la négociation d'un contrat, il y a beaucoup d'administratifs parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont échangés dans la procédure, il y a beaucoup de contrats qui sont signés et même pour l'export, il y a beaucoup de documents qui sont échangés. Donc, si déjà, dès le départ, là, vous n'êtes pas capable de fournir un seul document, c'est simple, vous n'êtes pas la bonne personne avec qui dealer, de 1. Et de 2, vous me dites qu'il va envoyer ses hommes de même. Il va envoyer ses hommes dans le magasin de qui, dans l'entrepôt de qui, au nom de quoi, que vous êtes qui et quel fournisseur va accepter de vous ouvrir sa porte. Il ne sait même pas de quelle entreprise vous venez, qu'est-ce que vous faites. Excusez-moi, mais c'est pas la mafia qu'on gère les trucs en coulisses, en catimini. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc je l'ai clairement dit à cette personne que si vous ne pouvez pas me donner des documents pour avancer dans la négociation, c'est pas la peine. Je vous souhaite bon courage pour trouver des fournisseurs qui vont travailler avec vous comme ça. Mais moi, je vais pas prendre de mon temps, mon énergie pour me mettre à travailler sur un deal qui, au final, ne va aboutir à rien.
Bon, moi c'est mon avis, vous qui êtes négociant depuis des mois, vous viendrez peut-être me dire le contraire dans les commentaires et que peut-être dans certains pays d'Afrique ça fonctionne comme ça. Mais en tout cas, de manière générale, à l'international, je suis désolée, aucun fournisseur ne va accepter que des hommes viennent comme ça là, de nulle part, pour vérifier s'il y a le produit dans son entrepôt. Ce sont là donc les 3 indices que je voulais partager avec vous et croyez-moi, c'est... Non mais vraiment sur le terrain on voit de tout, mais quand on n'a pas un œil à viser, on va se rendre compte que on travaille et au final les affaires n'aboutissent pas, ou bien les contacts qui viennent vers nous finissent par disparaître parce qu'en réalité c'est pas eux les acheteurs finaux, il n'y a vraiment pas d'offres sérieuses, etc. Franchement, après cette vidéo, après avoir tout dit, le conseil que je peux vous donner pour 2024, concentrez-vous sur votre prospection, ok? Essayez de contacter directement les décisionnaires, les acheteurs finaux, les responsables import des entreprises, présentez vos services de broker, etc. Ayez des contacts sûrs pour pouvoir avoir des affaires qui sont à vous. Évitez les chaînes de différents intermédiaires et aussi déplacez-vous quoi. Déplacez-vous, allez-y dans les événements, vos cartes de visite. Quand on débute, c'est pas évident de faire des affaires. Il faut intégrer des réseaux, c'est sur recommandation, il faut faire des événements. En tout cas, il faut se bouger quoi. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ça, à prospecter, à appeler, à envoyer des emails, bon, le négoce des matières premières à l'international n'est pas fait pour vous. Essayez peut-être en Afrique localement à le faire. Si vous avez du cash, allez-y en province, vous achetez et puis vous revendez à la capitale avec des industriels qui sont là et qui font la transformation. Voilà donc ce que j'avais partagé avec vous. Et puis, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le négoce des matières premières, vous former vraiment pour éviter de travailler inutilement sur des offres pas du tout crédibles, vous pouvez cliquer sur le lien que je mets en description pour accéder à notre formation qui commencera en janvier. Donc voilà, vous aurez des modules, des vidéos qui vous expliquent un petit peu comment ça marche. Déjà, c'est quoi le négoce des matières premières, comment se positionner en tant que broker, donc intermédiaire, comment faire de la due diligence pour voir si l'entreprise, c'est une vraie entreprise ou pas, comment identifier par exemple les arnaques. Il y aura des études de cas aussi, donc vraiment si vous souhaitez changer la donne en 2024, moi je vous invite à vous former d'abord. Et si vous avez besoin en plus d'un accompagnement, je pourrais vous accompagner dans vos débuts. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas, discutons dans les commentaires des différentes arnaques, des offres fallacieuses, incroyables que vous avez déjà reçues dans ce business de négoce des matières premières. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.